C'est tout bon. C'est bon, j'ai tout bon, je l'ai eu. Du coup, je reprends juste en 10 secondes. Nous sommes tous les trois ici présents, Julien, Davy et Rémi, membres de la communauté Social Déclic, et donc un collectif de freelance en quête de sens qui ont envie de mettre leurs compétences au service de l'intérêt général et de projets à impact. Donc peut-être que je vais vous laisser vous présenter Rémi puis Davy avant de démarrer. Ouais, très bien, merci Julien. Moi, je vais me présenter. Donc, moi, c'est Davy Merceret. Voilà, je suis freelance depuis près de 2 ans. Je suis chez Social Déclic depuis 2 ans, depuis le début. Et moi, mon expertise, c'est WordPress et le CRM Civis CRM. Et je travaille uniquement avec des associations, fondations ou ONG. Et je participe à la transformation digitale de ces associations-là avec l'outil WordPress. Voilà pour moi. Et Rémi, moi, j'ai 10 ans d'expérience dans des directions marketing de grandes entreprises. Et depuis peu, en fait, j'ai créé une activité pour accompagner les entreprises dans la transformation durable de leurs activités marketing digital et relations clients. Et je suis très content d'être avec vous parce que moi, dans mon projet, je me suis fait accompagner par Make Sense, justement. Donc, je suis content de contribuer aussi à mon tour. Trop bien. Et de mon côté, c'est Julien. Et donc, je représente la société Atome.co. On est deux en fait indépendants au sein de cette boîte. On est basé dans les locaux de Make Sense aussi, donc très proche de la communauté. Et on est principalement sur de l'accompagnement avec des outils no-code pour créer des sites Internet simples. Et on aura l'occasion d'en parler pendant le webinaire. Voilà. Et si je reviens juste sur l'agenda qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de vous parler un petit peu des questions qu'il faut se poser avant de se lancer dans la création d'un site web, c'est le sujet d'aujourd'hui. Ensuite, une fois qu'on s'est posé les bonnes questions, c'est de savoir quelles sont les technologies qu'on peut utiliser pour créer son site. Et il y a beaucoup de technos qui sont possibles, notamment le WordPress dont on parlera avec Davy, ou des outils no-code que je vais pouvoir vous proposer avec des exemples. Et ensuite, aussi, côté Rémi, il va pouvoir aussi vous faire poser des bonnes questions aussi avec votre projet à impact que vous portez. Est-ce que ça peut être cohérent avec vos valeurs? Est-ce qu'on peut aussi faire un site web en adéquation avec votre projet à impact? Donc, voilà un peu l'introduction de l'agenda qu'on vous propose aujourd'hui. Est-ce qu'à ce stade, déjà, il y a des questions, des réactions? Je ne vois pas le chat, donc s'il y a des choses à dire, n'hésitez pas. Il n'y a pas de questions particulières dans le chat, on peut y aller. Et ben, la première question, nous, on a une question pour vous. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat pour répondre à cette question. Qui a déjà fait un site web? Est-ce que vous avez déjà créé votre site ou alors pas du tout? Est-ce que vous connaissez les différents types de sites web qu'on peut créer? Juste donnez-nous un petit peu la tendance. Si quelqu'un veut bien commenter ce qui se passe Ouais, dans le chat. c'est du moitié-moitié pour l'instant. Il y a du oui, il y a du non, il y a des noms de plateformes. Voilà, c'est Il y a pas mal de WordPress. De mon côté, pas du tout. Hein. Quelques WordPress. Je peux demander la parole, s'il vous plaît? Oui. Alors moi, j'ai fait WordPress, mais je ne l'ai pas du tout maîtrisé. C'est pourquoi dès que j'ai appris le sujet, là, j'ai bondi être à l'heure pour venir apprendre quelque chose que je peux vraiment faire moi-même. OK. OK. Trop bien. Bah, merci pour vos réponses à cette première question. Avant de se dire justement quel outil on peut utiliser, est-ce que WordPress c'est adapté ou pas à mon besoin, il faut d'abord se poser un petit peu quelques questions, justement. Et c'est là, on voulait un peu vous faire une petite liste de questions auxquelles il faut pouvoir répondre. Et donc, si vous faites partie de la communauté de Make Sense, vous avez peut-être déjà participé à des sprints d'identification de votre cible ou de prototypage. Et en effet, c'est par là en fait, qu'on commence et c'est la première question que nous, on pose en tant qu'expert d'accompagnateur sur la création de site web. On redemande en effet, est-ce que vous avez bien identifié vos cibles, à qui vous adressez, pourquoi vous voulez créer un site, est-ce que ça répond bien à votre raison d'être de votre projet. Et donc, pour faire ça, on utilise bien souvent la technique d'identification des personas ou personae, des profils types d'utilisateurs qui sont vos cibles par rapport à votre projet à impact et savoir qu'est-ce qu'ils vont venir chercher sur le site.
Et donc là, ça se fait vraiment en un atelier de brainstorming par rapport à vos cibles, essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils vont venir chercher sur le site. Et des fois, vous pouvez avoir des cibles aussi que vous avez pour votre projet à impact, mais qui ne vont pas forcément avoir besoin d'aller sur votre site. Et du coup, le site ne s'adresse pas forcément aux cibles finales que vous adressez avec votre projet. Donc, c'est vraiment remettre dans le contexte de le site, il va servir à quoi par rapport à la finalité de votre projet. Alors ensuite, une fois qu'on a identifié les cibles et le besoin des utilisateurs du coup, de la plateforme, il faut mettre ça en lien également avec les objectifs de votre site web. Donc, vous avez des objectifs d'impact, j'imagine, avec votre projet. Qu'est-ce que vous voulez atteindre? À quelle problématique vous répondez? Et s'assurer que la mise en place de votre site web, il est bien lié à cette ambition par rapport à votre projet et qu'il ait du sens par rapport à ça. Je pense que ça, on pourra en reparler dans un second temps, notamment avec Rémi tout à l'heure. Une fois qu'on a identifié que c'est bien en adéquation avec notre objectif, l'ambition du projet, qu'on a nos cibles avec leurs besoins là-dessus, on va pouvoir se projeter un petit peu, et c'est là qu'on peut vous aider aussi, sur les fonctionnalités liées à ces besoins-là. Et donc, on va essayer de transformer un petit peu les besoins de l'utilisateur en besoins fonctionnels, et donc vous dire, on va avoir besoin sur le site, typiquement, d'un formulaire de contact. Un formulaire de contact, c'est une fonctionnalité en soi, et donc du coup, ça nous aide à comprendre la complexité des fonctionnalités qu'on va avoir besoin de mettre en place sur le site. Et donc, on va essayer de transposer les besoins utilisateurs en besoins fonctionnels pour essayer du coup se projeter sur une pseudo-maquette ou en tout cas un site cible avec la complexité technique qu'on va devoir y mettre derrière. Et donc, pour faire ça, en général, c'est vrai qu'on peut proposer plusieurs manières de faire. La manière la plus courante, c'est de faire des parcours utilisateurs en se disant, en prenant nos profils et son besoin, on va essayer de lister un petit peu quel va être son parcours sur le site et donc par quelle étape il va passer, par quelle page il va passer, par quel bouton il va cliquer. Et donc ça va définir un parcours utilisateur qui vont petit à petit nous construire en fait les différents types de pages dont on va avoir besoin. Et nous, on va en déduire derrière les fonctionnalités techniques qu'on va devoir mettre en place. Donc ça, c'est l'idéal de votre projet de création de site web, en ayant bien déterminé le parcours utilisateur et les différentes pages. Et puis ensuite, je viens à la question la dernière question que j'ai notée là, mais qui est en lien avec la question précédente, c'est par rapport au budget que vous voulez aussi allouer pour la création de cette première version de ce site web, et il va falloir peut-être aussi prioriser les fonctionnalités et arbitrer par rapport à ce qu'on veut mettre en place en première version, en deuxième version, en troisième version, court terme, moyen terme, par rapport à ce qu'on a absolument besoin, les must-have ou les nice-to-have. Et donc, c'est là où on a un gros travail de cadrage, d'arbitrage avant de se lancer dans la création du site et de vous proposer une technologie qui va répondre aux besoins utilisateurs pour pouvoir bien dessiner un petit peu la première version qu'on peut mettre en place en adéquation avec l'ambition, les besoins, mais le budget aussi, qui est important à prendre en compte. Est-ce que vous voulez compléter, Rémi? Et ouais, Julien, un conseil complémentaire aussi que je trouve qu'on peut donner, c'est aussi comme le thème, c'est créer son premier site web. C'est aussi quelque chose qu'il faut, pour moi, pour lequel il faut avoir un point de vigilance, c'est il faut choisir un outil, en tout cas un site web, qui vous permet d'être pleinement autonome dans la gestion. Parce qu'aussi, quand vous allez créer votre premier site web et quand vous allez créer votre entreprise, votre entreprise, votre association, en tout cas votre projet à impact, votre idée va évoluer au fur et à mesure, votre posture va évoluer, votre offre va évoluer. Et donc, du coup, il faut que vous ayez la possibilité de pouvoir, directement, pouvoir changer les contenus pour que le site Internet puisse toujours bien s'adapter à l'évolution de votre projet. Complètement. Ouais, tout à fait. Et donc, là, on peut se poser la question, est-ce qu'on a besoin de WordPress? Et pourquoi on utilise WordPress? Et là, je passe la main à Davy. Ok, merci Julien. Donc effectivement, WordPress, c'est vraiment un outil incontournable dans la création de sites web. C'est un outil qui existe depuis 2003 et depuis 2003, il n'a cessé de s'améliorer pour devenir vraiment un CMS, un outil de gestion de contenu leader du marché. À ce jour, ça fait tourner environ 43% de tous les sites web du monde.
Par exemple, le site de la Maison Blanche est sur Internet, le site de Rolling Stone, le site de Renault. Donc, c'est vraiment un outil maintenant qui est bien implanté dans le microcosme du web. Il a une multitude aussi de plugins. Ça, ce sont des logiciels additionnels qu'on peut ajouter dans WordPress pour augmenter les fonctionnalités. Donc, les alentours de 50 900. Il y a des gratuits, il y a des payants. Et pareil pour les thèmes, on s'approche des plus de 9005, 2696 thèmes, pareil avec une offre gratuite et payante. Donc, c'est un outil qui est simple d'utilisation, ergonomique. Le logiciel, le code, il est open source. Et surtout, il y a une grosse communauté derrière qui fait vivre cet outil, qui le développe, qui l'améliore. Et cet outil est tout le temps en constante évolution. Et aujourd'hui, là, depuis peu d'ailleurs, depuis une semaine ou deux, on est à la version 6.1 de l'outil. Est-ce que tu peux passer à la deuxième? Ouais, merci. Donc, comme tout outil, il y a des avantages et des inconvénients. Et c'est pareil pour WordPress. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est un outil qui est simple d'utilisation. Il est assez ergonomique. L'open source est aussi comment dire, un point qui est important, c'est-à-dire que le code, vous pouvez l'utiliser et vous l'approprier. Son installation est également rapide et au vu de l'importance en fait de l'outil WordPress, il y a beaucoup d'hébergeurs qui proposent des installations en un clic pour pouvoir installer votre WordPress très très rapidement. Donc ça, c'est un gros plus. Vous pouvez également effectivement le personnaliser à votre convenance. Il y a, comme je dis tout à l'heure, une énorme bibliothèque de plugins ou de thèmes additionnels que vous pouvez ajouter à votre outil en fait pour qui correspondent vraiment à votre besoin. C'est aussi également un outil de gestion de contenu où il y a beaucoup de prestataires à votre disposition. C'est répandu depuis 2003 et ça ne fait que évoluer et il y a beaucoup de développeurs en fait qui travaillent sur cet outil et qui peuvent vous donner une aide en fait pour vraiment personnaliser via du code le CMS ou pour faire vos sites WordPress. Et autre chose aussi qui est important, c'est qu'avec un site WordPress, vous pouvez aisément le brancher à des outils tiers comme le CRM Civis CRM. Concrètement, moi, c'est ce que je fais en fait pour les associations. Les associations ont un site WordPress et ils veulent justement mieux gérer leurs contacts en mettant un CRM en fait dans leur site. Et ça, WordPress le permet avec beaucoup d'aisance. Donc ça, c'est bien. Alors après, c'est juste avant. On va parler des... Merci. Non, juste avant. Encore avant. Voilà, merci. Non, au-dessus. Merci, top. Merci, Julie. Donc ça, c'était pour les avantages, mais il y a quand même quelques inconvénients pour WordPress. Ce qu'il faut savoir avec WordPress, et ça c'est valable pour tous les CMS, hein, WordPress, Drupal, Joomla ou autre, c'est qu'il y a une dimension maintenance à prendre en compte. Le web, ça bouge beaucoup, ça bouge tout le temps. WordPress évolue également et apporte des nouvelles fonctionnalités, tant pour les utilisateurs que pour les développeurs. Et ces maintenances doivent être pensées, organisées et gérées par le porteur du projet s'il souhaite utiliser cet outil. C'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Alors, je me permets juste d'arrêter. Il y a une question. Alors, Warda, CRM, c'est quoi ta question? Bonsoir. Je voulais vous demander ce que c'était. Ah oui, pardon. Oui, c'est un outil de gestion des clients, ouais, ou des clients ou contacts. Dans le cas de l'association, c'est un outil de gestion de contacts. D'accord, merci. Ah, pardon, c'est vrai que j'aurais dû préciser. Voilà, donc il y a cette dimension maintenance qu'il faut prendre en compte quand vous utilisez un CMS. Ensuite, voilà, donc c'est un outil qui est effectivement simple de prise en main, simple d'utilisation. C'est un outil qui est très permissif. Et pourquoi il est permissif? Parce qu'on peut aisément ajouter de nouvelles fonctionnalités via des plugins, ce sont les logiciels additionnels. On peut également changer de thème très facilement.
Et du coup, on peut vite se retrouver tout au long de la vie d'un site WordPress. On peut avoir un phénomène d'empilement de plugins et de thèmes qui peut du coup alourdir votre site inutilement et comment dire, apporter quelques lourdeurs au niveau du chargement. Donc, il faut bien, comme disait tout à l'heure Julien, de bien cibler, cadrer votre besoin pour vraiment ajouter les plugins additionnels vraiment qui correspondent complètement à votre besoin. Alors oui, effectivement, Sandrine, il peut y avoir des problèmes de conflit entre les plugins, ça peut arriver. Il faut faire attention aux actions que l'on fait, ouais. Ouais, c'est toujours le cas où effectivement on peut avoir des conflits dans certains plugins, entre certains plugins. Alors, je vais continuer ma présentation. Et c'est pareil aussi, donc là, je parlais d'outils permissifs pour quelqu'un qui va construire un site en ajoutant des plugins et des thèmes. C'est pareil pour le développeur. Le développement sous WordPress est assez accessible, mais il faut que le développeur WordPress apporte beaucoup de rigueur lorsqu'il ajoute une fonctionnalité pour bien ranger son code, faire attention à l'arborescence, des choses comme ça. Moi, personnellement, c'est ce que j'apporte énormément de rigueur en fait aux fonctionnalités que je peux développer sur un projet, vraiment en rangeant correctement mon code. Donc ça, c'est très important. Il y a aussi également, avec WordPress, il y a des connaissances transversales avec d'autres outils. Alors, un WordPress, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il ait un serveur, une base de données. Au niveau de la performance, parfois, il faut paramétrer un cache. Il y a un certificat HTTPS aussi à mettre. Il y a différents langages d'outils à connaître quand on utilise WordPress. Et c'est vrai que voilà, tout ça, ça peut être un petit peu, quand on débute, étourdissant, enivrant, et on peut un peu se perdre dans tout toutes ces informations en fait Contrainte technique, en fait. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que bon, ça, quand on veut utiliser WordPress, il faut le savoir, il y a des connaissances transversales avec d'autres outils. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'au vu de l'importance de WordPress dans la création de sites web, il y a maintenant des hébergeurs spécifiques. Alors, c'est un coût, hein, c'est important par mois. Par exemple, Kinsta, c'est 30 € par mois l'hébergement. Mais il propose justement ça facilite l'installation WordPress, ça va faciliter la gestion WordPress, toutes les sauvegardes. On peut avoir aussi plusieurs environnements sur l'hébergement, un hébergement de production, un hébergement de pré-production et de développement. Donc, tout ça est pris en compte en fait via ces hébergeurs-là. Et il y en a plusieurs. Il y a Kinsta, WP Engine. Alors oui, Aurore. Donc, les hébergeurs que je cite là, il y a Kinsta, il y a WP Engine et il y a aussi une solution française qui s'appelle WP Hébergeur. Donc ça, ce sont de donner l'orthographe. Oui, tout à fait. Alors, Kinsta, WP Engine et l'hébergeur WordPress français. Peut-être ça aussi un inconvénient, c'est que il faut gérer la partie hébergement de son site. Et donc, il faut savoir gérer cette contrainte technique, encore une fois. Donc, Ouais. comprendre un peu comment ça fonctionne et vous faire aider si vous avez besoin d'aide sur cette partie d'hébergement. Voilà, et ça, c'est cette dimension qu'il faut prendre en compte. Et justement, c'est pour ça que depuis 5-6 ans, peut-être un petit peu plus, il y a des hébergeurs spécifiques WordPress qui permettent de vous accompagner dans l'hébergement de votre site WordPress. Et OVH Cloud, oui, alors OVH aussi, vous permet d'héberger justement un site WordPress, mais ils n'ont pas cette spécificité de faire que du WordPress. Et les sites, les hébergeurs que je vous ai cités, Kinsta, WP Engine et WP Server, font que du WordPress. Et l'autre avantage qu'il y a avec cet hébergeur-là, c'est que vous avez aussi une équipe. Vous avez un support que vous pouvez contacter qui est plutôt réactif.
pour vous aider si vous avez des questions propres à votre hébergement d'un site WordPress. Alors, effectivement, oui, site vitrine, mais effectivement, on peut faire un site e-commerce avec WordPress en ajoutant un plugin qui s'appelle WooCommerce. Et moi, j'ai une boutique en ligne, j'utilise WooCommerce, je le trouve aussi très complet et très flexible. Pareil, avec WooCommerce, on peut agrémenter, enfin augmenter les fonctionnalités en fait, de votre boutique e-commerce en ajoutant d'autres plugins. Si vous voulez, ouais, c'est ça, c'est WooCommerce, pardon. Je vais vous mettre le nom du plugin. Voilà, WooCommerce. Donc WooCommerce, oui, est très performant et très utilisé en fait pour créer une boutique en ligne avec le site WordPress. Et après, il y a d'autres solutions pour le spécifique e-commerce comme Shopify, etc. Voilà, il y en existe d'autres. Oui. Et autre chose que je vous dis au niveau des inconvénients, alors on parle beaucoup de mode, enfin tout ce qui est éco-conception avec WordPress. C'est qu'un site WordPress, c'est un peu plus complexe. C'est possible de le faire, mais voilà, il y a des bonnes pratiques à utiliser. Donc, c'est dans la slide d'après, je vais vous en parler un peu plus tout à l'heure. Et comme je disais tout à l'heure, il y a effectivement, voilà, c'est un outil qui est simple, WordPress, mais il y a une phase d'apprentissage de l'outil et de tous les outils transverses propres à l'utilisation de ce site. Et maintenant, je vais parler de l'éco-conception avec WordPress. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. C'est un CMS qui est gourmand en ressources si on l'utilise mal. Alors, quand on utilise un site WordPress, quand on l'installe, nativement, WordPress va nous installer des thèmes par défaut qui peut correspondre à un besoin, il n'y a pas de souci. Mais souvent, ce que font les gens, c'est qu'ils vont installer d'autres thèmes et ces thèmes par défaut, ils vont rester sur le site. Donc ça, si on n'utilise pas les thèmes par défaut ou autres thèmes, il faut les enlever. C'est pareil pour les plugins. Quand on teste un plugin, on le teste, on teste la fonctionnalité, on voit qu'on ne l'utilise pas, donc il faut le désactiver et le supprimer. Ce qu'on peut avoir, j'ai déjà eu plus ça le cas aussi, c'est d'avoir des doublons dans les plugins. Pour une association, par exemple, j'avais une asso qui avait 3 plugins de formulaire, alors qu'ils n'en utilisaient qu'un seul. Donc ça, il faut bien faire attention dans le choix des plugins. Et si on met des plugins qui font la même fonctionnalité, donc choisir un seul plugin et enlever les autres pour ne pas avoir de doublons. Alors, comment les désactiver ou les supprimer? Tout simplement depuis l'interface. L'interface WordPress propose justement d'installer et de désactiver très facilement le site WordPress. Et un thème, oui, pardon, un thème, c'est un template pour habiller le site, votre futur site. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Aurore. Donc, un thème, ça te permet d'habiller en fait ton site web. Autre chose aussi qui depuis quelques temps, là, on voit ça arriver dans la site WordPress, c'est qu'il y a des constructeurs de pages. Donc, les constructeurs de pages, effectivement, ça facilite l'intégration d'un site WordPress. Par contre, ça va amener une couche supplémentaire au site et qui est très consommateur en ressources, quoi. Donc, il faut éviter les constructeurs de pages. Au niveau des bonnes pratiques, pareil, il faut tester son site avant et après l'installation du plugin. Quand vous mettez une image sur le site WordPress, alors très faire attention à son poids. Il faut vraiment réduire son image plutôt en amont. Il y a des outils qui existent, par exemple Scoosh, qui permet de réduire vos images et comme ça, vous téléchargez une image qui est réduite, optimisée pour le web. Donc ça, pour les images, c'est important à bien les travailler. Et aussi, ce que je peux voir souvent sur les sites des associations avec qui je travaille, c'est qu'ils vont mettre des fonctionnalités tierces dans leur site. Par exemple, ils vont mettre Google Analytics sur leur site, des plugins de sauvegarde. Mais tout ça, en fait, c'est géré dans d'autres… par exemple, pour la sauvegarde, l'hébergeur vous le fait. Donc, il n'y a pas besoin de rajouter un autre plugin pour avoir un sauvegarde de votre arborescence ou de votre base de données.
Pour Google Analytics, c'est plus pertinent d'aller voir les statistiques sur le site web Google Analytics et ne pas rapatrier en fait toutes les données de Google Analytics sur votre site WordPress. Donc voilà, il y a encore plein d'autres bonnes pratiques, mais ça, c'est les bonnes pratiques les premières choses à faire en fait, et que j'ai pu voir en fait dans les sites des associations sur lesquelles j'ai pu travailler. Donc voilà pour moi. Maintenant, je crois que c'est au tour de Julien, je crois. On a une question complémentaire. Qu'est-ce que tu conseilles comme plugin de création de formulaire? Et deuxième question, qu'est-ce que tu conseilles comme taille d'image pour garder une bonne qualité, en même temps que ça ne soit pas trop gourmand? Ouais, ok. Alors, pour la création des formulaires de contact et leur gestion, alors, historiquement, moi, j'ai utilisé Contact Form 7. Voilà. Donc ça, c'est un plugin qui est assez ancien et qui fait le job, hein, il n'y a pas de souci. Et depuis 2 ans, là, j'utilise WP Form. Donc ce plugin est très bien, il est plus évolué que Contact Form. Il y a une version premium, il y a une version gratuite et une version payante, chose que Contact Form 7 est totalement gratuit. Sinon, pour avoir un plugin de formulaire beaucoup plus puissant, évolué, où vous pouvez faire beaucoup de choses, il y en a 2, la Gravity Form et Ninja Forms. Alors, c'est pareil, hein, ce sont des outils, la Gravity Form, Ninja Forms, qui sont gratuits et ils ont une offre payante si vous voulez avoir plus de fonctionnalités avec votre formulaire. Mais moi, j'utilise maintenant que WP Form. SEO cache, ouais, je peux. Il faut. Comment je pourrais faire ça? Il faut que je fasse une petite liste en fait. Je ne sais pas comment je pourrais faire ça. Si pendant qu'on continue, tu veux faire donner des exemples dans le chat, tu pourras peut-être donner des exemples. Ouais, voilà. Je vais faire ça, je ferai. Ouais, et donc là, pour continuer, il y a beaucoup de sujets, de termes un peu techniques peut-être, si vous êtes néo-apprenant sur WordPress, vous ne connaissez pas très bien l'outil, et donc c'est normal. Mais c'est quand même un outil qui a été créé de base, comme tu l'as dit, il y a plusieurs années, pour créer des sites vitrines ou des blogs, des choses comme ça, de manière assez poussée, et ça s'est fourni avec plein de plugins qu'on peut aller attacher pour en faire plein de sites différents. Et de par l'ancienneté, il est devenu un outil très connu. Mais donc, ça ne veut pas forcément dire que c'est le bon outil pour vous. Et en effet, ça demande un peu de maintenance et un peu une expertise technique aussi derrière dans le suivi. Donc, il faut être prêt et être conscient de ça aussi. Cela dit, on a d'autres options aussi pour créer des sites simplement et prendre en main d'autres outils. Donc, c'est des outils qu'on va appeler plutôt des outils no-code, dont on vous a donné quelques exemples ici sur cette slide, où on va dire le petit frère nouveau de WordPress qui peut se mettre un peu au même niveau, c'est Webflow, qui permet de construire des outils assez complets, mais peut-être d'une manière plus simple à prendre en main, en tout cas avec des niveaux d'administration, une partie plus complète pour le développeur et une partie plus simple pour vous, administrateur de contenu, pour changer facilement un titre, une image sur la structure du site qui est déjà construite, sans aller tout péter les différentes pages que vous auriez pu déjà construire. Donc ça, c'est un vrai plus, en tout cas un élément différenciant que je vois côté Webflow dans un outil no-code, qui nous permet aussi de s'affranchir de la partie hébergement. Et donc Webflow, comme tous les outils no-code principalement qui sont là, vous permettent de créer un site web sans avoir à vous soucier de l'hébergement, de la maintenance, etc., puisque vous allez payer un service, une licence au mois en fonction de la quantité de fonctionnalités que vous voulez utiliser. Et donc, tous les mois, vous payez l'outil, vous allez payer Webflow et vous vous occupez pas de l'hébergement. Par contre, l'hébergement, il est hébergé par l'éditeur. Et donc, Webflow, qui est un éditeur américain, il héberge ça sur Amazon Web Services, par exemple. Donc, il faut être conscient de ça. Il faut être OK avec le fait que je n'ai pas envie de le gérer.
mais il est hébergé par mon éditeur, l'outil que j'utilise. Donc ça, c'est un outil un peu plus complet comme WordPress dans les outils no-code, mais il y a des trucs beaucoup plus simples, comme par exemple Doric ou Squarespace ou Wix. J'ai vu qu'il y avait des Wix qui ont été mentionnés dans le chat tout à l'heure. Wix aussi, un outil simple comme Squarespace, qui est beaucoup plus accessible à tout un chacun pour essayer de commencer à construire un petit peu et prendre en main facilement un outil pour avoir une première version bêta de votre site. Si on va aller plus loin et créer des sites d'applications web qui peuvent être liés à des bases de données, comme il y a Airtable qui est mentionné en bas, on peut aller faire apparaître de la donnée d'une base dans un site web avec l'outil Softair, par exemple, qui est un outil allemand et qui a plutôt le vent en poupe en ce moment, que j'utilise moi aussi beaucoup pour pas mal de projets. Et vous pouvez aller beaucoup plus loin en créant plutôt des web apps ou des applications même plus loin avec Bubble, qui là est un outil beaucoup plus complexe et qui demande peut-être une technicité, on va dire plutôt une formation un petit peu technique et dev avant de se lancer dedans. Mais il y a des formations qui existent pour prendre en main l'outil Bubble de zéro. Et des trucs plus accessibles pour faire des applications mobiles, ce serait des outils de type Glide ou Adalo qui vous permettent de faire un prototypage de votre première version d'application mobile, par exemple. Donc là, c'est un peu un panorama d'outils. On n'a pas le temps de passer sur tous les outils et de vous expliquer les différents outils à quoi ils servent, mais vous retrouverez cette slide-là dans le récap après et dans le replay. N'hésitez pas en fonction de vos besoins ici. C'est plutôt une appli web ou une appli mobile ou des automatisations qu'on peut faire avec Airtable et Zapier ou Make qui sont mentionnés ici. Vous pouvez aller les regarder et essayer de les tester aussi pour voir si ça répond ou pas à votre besoin. Voilà, et donc avant de vous lancer sur quel outil vous voulez tester parmi tous ceux que je vous ai proposés avant, et c'est peut-être un peu frustrant parce qu'il y en a tellement et on pourra passer des heures à les expliquer, c'est en effet, mais on l'a déjà dit un peu tout à l'heure, bien définir qu'est-ce que vous voulez tester comme fonctionnalité phare pour pouvoir s'assurer que c'est un outil qui correspond vraiment à votre besoin. Puis avant d'appréhender l'outil en général, il propose toujours un petit tutoriel, une prise en main facile pour que vous puissiez voir un peu comment l'outil est utilisé. Et puis ensuite, vous pouvez vous lancer dedans pour faire des petits tests et avancer par itération en essayant une première fonctionnalité que vous allez mettre en place sur l'outil et ensuite avancer petit à petit. Mais ne foncez pas à tête baissée sans savoir vraiment ce que vous voulez faire, sans avoir bien imaginé, comme on l'a dit, le besoin, identifier le besoin d'utilisateur si ça répond bien par rapport à votre projet et sans solliciter la communauté ou les experts qui peuvent vous aider. N'hésitez pas, ils sont là pour ça. Il y a tous les outils que je vous ai proposés aussi, il y a en général des supports, comme le disait Davy sur les WordPress, il y a une grande communauté aussi, mais sur tous ces nouveaux outils no-code, il y a des communautés qui existent et il y a des supports utilisateurs qui sont là aussi pour répondre à votre question. Donc, c'est des choses, il ne faut pas hésiter à les solliciter. Donc voilà, le risque, c'est de se lancer tête baissée dans un outil, vous pensez que ça répond à votre besoin, et en fait, à court terme peut-être, mais en fait, on se rend compte que vous êtes vite bloqué et que ce n'est peut-être pas le bon outil. Donc, n'hésitez pas à vous appuyer sur les ressources ou alors sur des experts pour vous orienter vers le meilleur outil. Je ne sais pas s'il y a des questions qui sont apparues pendant… Alors, il y avait par exemple une question qui est juste pour une page d'accueil vitrine fixe, qu'est-ce que vous conseillez ? Alors voilà, page d'accueil, vitrine fixe, c'est pour moi un peu un gros mot parce que tout le monde a une définition différente d'une page d'accueil vitrine. Alors, tu as précisé fixe, donc j'imagine qu'il n'y a pas de lien entre les pages, de dynamisme, de choses plus complexes. Mais donc, si on est sur un outil très simple, avec juste une landing page, par exemple, qui présente ton activité et qui dit pour me contacter, envoyer un mail. Il y a des outils très simples comme Wix qui ont été mentionnés, ou alors encore plus simple, vraiment mettre en place, je ne sais pas s'il était noté dans la slide d'avant, mais il s'appelle Umso. C'est encore un outil no-code hyper simple à prendre en main et que j'utilise aussi auprès d'entrepreneurs qui ont besoin d'un truc très simple mais qui ne gèrent pas trop la tech et qui ne sont pas forcément très à l'aise avec les outils tech. Pour le coup, c'est un outil très, très facile à appréhender.
Et je vois qu'il y a d'autres propositions qui vous sont proposées, card.co aussi, que je connais un peu moins, mais qui sont d'autres outils un peu similaires. Ah oui, j'avais des exemples à vous donner en fait. Je pensais que c'était à toi, Rémi, mais j'ai deux exemples à vous donner ici avec des outils qu'on a utilisés. Je vous parlais d'Umso ici. Vous pouvez aller voir le site des Jardins de Solène, lesjardinsdesolène.com, où Solène est une entrepreneuse qui avait besoin de refaire son site parce qu'elle a revu sa marque, son identité. Et donc, du coup, on a fait un site vitrine très simple qui correspond à la nouvelle charte graphique qu'elle a fait. Elle avait un petit budget. Et là, ça vous montre un exemple qu'en 2 à 4 jours de production, en tout cas d'accompagnement pour créer son site, on a pu refaire ce site vitrine-là avec Umso. Et donc, du coup, elle a pu prendre en main le site. Elle a alimenté en contenu les différentes pages. Et maintenant, elle est complètement autonome. Et c'est elle qui met à jour les titres, les images et même des nouvelles pages. C'est la nouvelle page à mettre dans la page, dans les différentes pages du site. Là, c'est un exemple de type d'accompagnement qu'on peut faire avec des outils très simples. Et un deuxième exemple, qui est plutôt là pour le coup un exemple WordPress, c'est une association qui s'appelle le RESES, qui là encore une fois avait un rebranding une nouvelle identité. Et donc, il y avait la refonte de leur site existant qui était déjà un WordPress. Et c'était tellement le bordel dans le WordPress, et c'était un des risques que vous a mentionné Dewi tout à l'heure, qu'on s'est dit on va repartir sur une base saine, sur une base vide, avec cette dimension d'éco-conception en se disant on questionne toujours les fonctionnalités, les plugins qu'on veut mettre en place par rapport à l'ambition de nos besoins sur le site. Et on a essayé de trouver un bon équilibre en utilisant un terme très léger, le thème GeneratePress. C'était des questions qu'il y avait tout à l'heure. Vous pouvez aller voir le thème GeneratePress qui est très, très light, très léger. Et on a revu ensemble toute la construction du site complet. Donc là, on parle d'une grosse asso, il y avait beaucoup de pages, pas mal de fonctionnalités aussi avec une liste de job boards, un annuaire des associations, une liste d'outils à utiliser pour les membres des assos. Donc, pas mal de fonctionnalités quand même. Et donc là, on est sur un budget d'environ plus de 10 000 € et de 20 à 30 jours de prod environ, pour vous donner un peu une idée de temps et d'argent qu'il a fallu pour la mise en place de ce site. Voilà sur les exemples. Et du coup, maintenant, je vais vous parler de cohérence parce que, voilà, en tant que projet impact, en tant qu'entreprise à impact, vos utilisateurs vont aussi rechercher de la cohérence et vous aussi, vous allez la rechercher entre votre mission et les supports de communication et dont votre site internet. Et du coup, moi, je vais vous donner plusieurs conseils, vous proposer plusieurs leviers justement pour assurer cette cohérence. D'abord, je vais vous parler d'indicateurs d'impact, après de sobriété numérique, et puis après, en fait, de points de cohérence sur lesquels vous pouvez aussi faire attention par rapport à l'adéquation entre votre mission et des best practices marketing qu'on peut voir ça ou là sur Internet. Je veux bien que tu passes la slide, Julien. Ouais, c'est bon, pardon. Alors, tout d'abord, le premier sujet, c'est les indicateurs d'impact. Parce que, donc, en tant que projet impact, vous avez écrit votre mission et à côté de ça, pour pouvoir quantifier si vous accomplissez votre mission, vous allez créer des indicateurs d'impact. Et en fait, ces indicateurs, c'est ce qui va vous permettre de prendre pas mal de décisions par rapport à votre site Internet. Et ça peut être, par exemple, un nombre de personnes sensibilisées, un nombre de produits d'une certaine gamme vendue ou un nombre de produits recyclés, par exemple. Et en fait, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que le site Internet que vous allez créer, est-ce qu'il permet bien d'agir sur cet indicateur? Est-ce qu'il est facilement mesurable? Et en fait, en fonction de ces questions, ça vous permet de vous dire, tiens, telle fonctionnalité, oui, ça rentre dans ma mission parce que ça permet de jouer sur cet indicateur-là, ou non, en fait, ça ne permet pas de jouer dessus. Et du coup, en fait, c'est peut-être une fonctionnalité qui n'est pas forcément nécessaire. Ensuite, le deuxième sujet, c'est la sobriété numérique. C'est qu'en fait, il y a plein d'actions qui sont possibles en termes pour pouvoir faire preuve de sobriété numérique et pour diminuer l'impact carbone en fait, de votre site Internet. Et souvent, quand on parle de sobriété numérique, on pense beaucoup à des petites optimisations de code, des choses comme ça.
Mais en fait, ce qui ressort des experts en fait, sur le sujet, c'est que la principale chose à faire pour faire preuve de sobriété numérique, c'est de bien penser au départ aux fonctionnalités qui sont réellement essentielles. Et en fait, il y a plusieurs études qui démontrent que 70% des fonctionnalités qui sont demandées par les utilisateurs ne sont pas essentielles et que 45% ne sont jamais utilisées. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas demander à l'utilisateur ce dont il a besoin. Bien sûr qu'il faut repartir du besoin utilisateur, mais il faut toujours essayer de se dire qu'est-ce qui est prioritaire par rapport à ce qui m'est demandé et qu'est-ce qui va réellement être utilisé. Donc, c'est ça qui est important, c'est de faire preuve justement de priorisation pour s'assurer que ce qui va être mis en place va réellement être utilisé. Et après, il y a plein d'autres actions à faire, comme compresser les images, ça Davy en a parlé, limiter les vidéos. On peut aussi faire appel à d'autres choses que des vidéos, comme l'audio, qui est beaucoup moins impactant aussi. Limiter les plugins services supplémentaires, ça on en a parlé aussi. Et choisir un hébergeur qui est engagé aussi dans la mesure et la réduction de son propre impact. Et l'hébergeur le plus connu qui agit là-dessus, c'est un hébergeur suisse qui s'appelle Infomaniac. Et après, on peut mesurer et afficher l'impact carbone de son site grâce à, alors, par exemple, il y a un plugin sur Chrome qui s'appelle Greenity qui permet d'avoir en fait l'éco-index de son site internet. Et on peut même afficher un petit plugin là, que je vous ai mis en capture d'écran qui s'appelle Website Carbone qui vous permet en fait de mesurer déjà quel est l'impact de votre page et de le montrer aussi à vos utilisateurs que vous faites attention en fait à cet aspect-là. Que tu passes à cette slide. Et en fait, faire preuve de sobriété numérique, c'est un cercle vertueux parce que ça vous permet, en fait, quand vous faites preuve de sobriété numérique, vous faites en sorte d'avoir des pages les plus légères possibles et d'avoir seulement les fonctionnalités essentielles. Si vous avez seulement les fonctionnalités essentielles, c'est que vous avez questionné, interrogé votre utilisateur et du coup, en fait, un site sans fonctionnalité superflue, c'est un site qui est facile à utiliser, donc c'est bon pour l'expérience utilisateur. Et des pages qui sont légère et avec une bonne expérience utilisateur, c'est bon pour le SEO, c'est bon pour le référencement naturel et Google fait en sorte que vous apparaissez devant les autres. Donc, en fait, de travailler ce sujet de la sobriété numérique, ça permet de travailler bien d'autres aspects. Et je complète pour reboucler sur ce qu'on disait tout à l'heure, le fait aussi de se reposer les bonnes questions en amont de pourquoi on réalise ce site, c'est déjà 80% de l'éco-conception. L'éco-conception, elle ne se fait pas dans l'optimisation technique ensuite de mise en place, de développement. Alors si, il y en a un petit peu, on vous a donné des recos de taille d'image, etc. Mais il y a des optimisations à faire dans le code et dans le développement web, c'est clair. Mais elle se fait beaucoup, les 3/4 de l'éco-conception en amont pour définir avant tout les fonctionnalités. Et donc c'est ce que tu disais, Ami, c'est l'économie un peu de la fonctionnalité avant de se lancer dans un site hyper complet où on va pouvoir proposer plein de fonctionnalités différentes, mais en fait, s'il ne répond pas aux besoins de vos cibles à qui vous vous adressez, ça n'a aucun sens de le mettre en place. Et enfin, un autre sujet que je voulais aborder avec vous, c'est aussi de faire, pour justement avoir cette cohérence auprès de votre public, c'est de faire passer votre mission parfois au-dessus des best practices. Parce que des fois, on voit que des bonnes pratiques qu'on appelle de grosse marketing, etc., en fait, elles ne sont pas forcément toujours alignées avec votre mission et ça peut créer aussi une incohérence. Ça peut se dire, bah, tiens, en fait, tel projet, telle entreprise, elle dit qu'elle veut avoir tel impact positif et à côté de ça, elle fait ça en termes d'action de communication, ce n'est pas très cohérent. Et donc, du coup, ça peut être sur la façon de faire de l'acquisition, sur les relances clients, sur les animations commerciales. Et moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas hésiter aussi à revisiter ces pratiques pour être cohérent. Et donc là, je vous ai mis quelques exemples intéressants d'entreprises qui, justement, ont revisité ces pratiques. Par exemple, une marque qui s'appelle Patine, qui est une marque de vêtements éco-responsables, qui, quand ils envoient un email de relance panier, en fait, plutôt que de remettre les produits et de mettre un code promo, etc., et ben, en fait, ils invitent la personne à réfléchir de est-ce que vraiment ils ont besoin de l'article en question. Et puis, il y a aussi l'exemple de We Dress Fair qui avait fait un concept où ils avaient revisité les soldes et qu'en fait, plutôt que de faire des soldes purs et durs, ils proposaient en fait à l'utilisateur de choisir son niveau de remise et d'expliquer à chaque fois ce que ça veut dire un niveau de remise pour la marque en question. Et moi, en fait, le conseil que je
peux vous donner, c'est de pouvoir se dire, réfléchir en amont un peu sur quelles sont vos lignes rouges. En fait, un peu les lignes rouges que vous ne voulez pas dépasser pour toujours rester cohérent et de se dire, en fait, ce sujet-là, non, en fait, j'irai pas. Et enfin, on a un dernier sujet à aborder. Il y a peut-être des questions entre deux, j'ai regardé. Pour l'instant, non. S'il y a une question sur comment écrire un cahier des charges en ce sens. Alors du coup, sur le sujet dont je viens aborder, c'est pas forcément sur le cahier des charges du site internet, c'est plutôt sur la façon de faire de la communication et du marketing de manière générale pour le projet, pour la marque, etc. Ce qui est important en cohérence par rapport au site internet, c'est surtout les sujets de sobriété numérique dont on a parlé avant. Si la question, c'était comment écrire de manière générale un cahier des charges, parce qu'on ne sait pas forcément ce que ça veut dire, et moi, du coup, je n'aime pas ce mot non plus. Moi, je propose toujours de vous approprier un format avec lequel vous êtes à l'aise pour simplement écrire sur le papier, quelque part, ce dont vous avez besoin. Et en fait, moi, je pars de là avec les personnes que j'accompagne, les assos, les entrepreneurs. Je pars de ce que vous avez produit. Et en fait, c'est là où en fait, on commencera à tirer un petit peu la pelote de laine et qu'on va en fait ensemble, quelque part, un peu déterminer les arbitrages qu'on va faire et qu'on va pouvoir transformer ça en besoins fonctionnels. Et donc, vous n'avez pas besoin d'être expert et de nous dire peut-être la liste de fonctionnalités que vous voulez dans un cahier des charges bien précis. En tout cas, ça, c'est mon avis. Et peut-être que d'autres, ils ont des templates de cahier des charges avec des questions bien définies qui peuvent les aider à estimer un coût. Moi, ce n'est pas comme ça que je fonctionne et je préfère vous laisser libre de vous approprier le format que vous voulez et on part de ce que vous savez. Et ça fait partie aussi de la pédagogie qu'on met en place un site web avec quelqu'un, avec un expert, avec moi ou d'autres. Vous allez en fait monter un petit peu en compétence sur la technique aussi parce que du coup, vous allez apprendre des choses et on va essayer de transformer ça en besoin technique. Et le dernier sujet qu'on voulait aborder, c'est parce qu'on ne peut pas aborder l'ensemble des sujets, mais un petit truc utile pour vous aussi, c'est à ne pas oublier, c'est qu'à côté d'un site internet, il y a aussi des outils complémentaires si on veut gérer l'ensemble de la chaîne. Et notamment, en fait, souvent, on a besoin d'avoir un outil d'analytics parce qu'on a parlé de suivre aussi des indicateurs. Et donc, pour pouvoir les suivre, il faut avoir un outil analytics. Donc, le plus connu, c'est Google Analytics, mais il y a des alternatives comme Matomo qui permettent justement de pouvoir mesurer d'où viennent vos visiteurs, quelles sont les pages qui sont les plus visitées, c'est quoi certaines caractéristiques de vos visiteurs, etc. Après, il y a Google Search Console qui permet de suivre le référencement naturel et de savoir en fait quels sont les mots-clés qui sont tapés pour arriver sur votre site internet, quelles sont les pages en fait les plus visitées depuis les moteurs de recherche. Donc voilà, ça c'est des informations qui sont aussi très utiles. Et puis après, si vous récupérez des données personnelles, et ne serait-ce que si vous utilisez Google Analytics, vous devez mettre en place un outil de consentement des cookies. Et donc là, un outil de consentement des cookies, en fait, c'est ce qui permet de pouvoir afficher en fait cette petite bannière en bas, en haut ou au milieu, où on demande en fait le consentement du visiteur pour pouvoir recueillir des données personnelles. Et donc ça, c'est quelque chose qui est obligatoire à partir du moment où on récupère des données personnelles, et ne serait-ce que l'adresse IP avec Google Analytics. Et donc là, il y a un outil par exemple qui s'appelle Cookie Hub qui permet de le faire. Et après, en fonction de vos besoins, il y a d'autres outils qui peuvent être ajoutés, mais là, après, c'est du sur-mesure. Mais par exemple, pour la prise de rendez-vous, il y a Calendly. Si vous avez besoin de récupérer en fait des emails pour faire une newsletter, du coup, vous avez besoin d'un outil d'emailing. Donc là, en fait, voilà, on peut tirer le fil de plein d'autres choses, mais juste pour vous dire que un site internet a aussi besoin d'être accompagné par d'autres outils complémentaires pour pouvoir couvrir l'ensemble de vos besoins. Et il nous reste moins de 5 minutes pour répondre à vos questions et simplement avant de vous dire qu'en effet, nous sommes le collectif Social Déclic. Et donc, si vous avez besoin d'un freelance pour vous aider sur la création de votre premier site web avec tout ce qu'on a dit, et c'est vrai que c'est assez dense en 1 heure, vous pouvez nous contacter en cliquant sur « Contactez-nous », mais là, vous ne pouvez pas cliquer, mais on vous redonnera le lien dans le mail récap. Ou si vous êtes vous-même freelance et que
vous souhaitez mettre vos compétences au service de porteurs de projets à impact comme vous, vous pouvez aussi rejoindre le collectif de freelance engagés. Donc voilà, c'est Charlotte et Colline qui sont à l'initiative du collectif qui sont présentes ici, mais qui n'ont pas pu venir à la présentation aujourd'hui. Donc s'il y a encore des questions dans le chat, on prend les questions sur les 2-3 dernières minutes qui nous restent. Et merci Johanna pour le lien Social Déclic. Les alternatives à Calendly, oui, j'ai vu la question tout à l'heure et j'ai répondu. Moi, je connais Calendly, j'utilise personnellement, sinon Vyte, V-Y-T-E, qui est la même chose que Calendly. Vous en connaissez peut-être d'autres, Davy ou Rémi, de Non, Plus séances ou Calendly de aussi. créneaux. c'est Calendly plus. Il y avait une autre question. Existe-t-il un outil pour réserver des séances? Je pense que Calendly ou Vyte peuvent faire ça aussi. Ouais. Donc, Je vérifie. oui, Raïma, pour un outil pour réserver les séances, tu peux utiliser Calendly ou Vyte. En fait, Calendly, il y a une version gratuite, il y a une version aussi payante qui permet d'aller aussi beaucoup plus loin, à avoir aussi un paiement en fait justement pour avoir des séances, des choses comme ça qui sont payantes. Il y a aussi voilà, il y a des fonctionnalités très avancées pour pouvoir aussi traquer le nombre de rendez-vous qui est pris depuis des sources d'acquisition, etc. Enfin, voilà, c'est très complet, mais ça va après sur une version payante. Oui, il y a une question de Kumba aussi que j'ai déjà eue tout à l'heure, auquel j'ai répondu rapidement dans le chat. Et c'est normal, vous posez la question, mais en fait, c'est quoi mon budget que je dois allouer pour la refonte du site de mon asso? Là, en fait, je ne peux pas répondre à votre question parce qu'en effet, ça dépend de votre besoin et ça va dépendre de toutes les questions qu'on vous a posées au tout début du webinaire auxquelles vous allez répondre pour qu'on puisse transformer ça en besoin fonctionnel, pour qu'on puisse se projeter sur un outil, sur votre ambition, la maturité de votre projet et savoir du coup combien ça pourrait nous coûter si on fait ça en presse, si on fait sur un outil no code. Est-ce que l'outil va vous correspondre par rapport à ces besoins-là? Et c'est là qu'après seulement on pourra faire une estimation. Donc là, l'exemple que j'ai donné avec l'assaut du Reses, qui était fait sur WordPress, il a coûté plus de 10 000 €, voire même plutôt 12 000 € en ayant en tête que c'est 20 à 30 jours de production de notre côté. Et donc, ça dépend totalement. On peut très bien juste faire un site vitrine avec 1 ou 2 pages avec un outil no-code et en 2 ou 4 jours de production, c'est aussi fait. Donc, ça dépend vraiment de la taille de l'assaut, de la maturité du projet, de vos besoins. Et il y a une question aussi, est-ce que le no-code est forcément plus lourd que du codage et donc moins sobre? Là aussi, en fait, ça dépend de la solution no-code. Mais je sais, par exemple, moi, j'aime bien utiliser Notion avec un outil complémentaire qui s'appelle Super, qui permet en fait de propulser des pages Notion, mais du coup, ça fait un peu des pages vitrines. Et ça, pour le coup, à chaque fois, ça fait, c'est assez light en code. Là, c'est light en code, et du coup, ça permet d'avoir des sites qui sont toujours en éco-index 1. Et donc, du coup, voilà, il y a des solutions de no-code qui permettent aussi justement de faire preuve de sobriété. Mais par rapport à ça, pour rebondir, c'est là où il y a un flou parce qu'on utilise des éditeurs de logiciels qui proposent un outil pour créer simplement un site web ou une appli ou autre. Mais c'est que là, encore une fois, ça dépend en fait de la communication de l'éditeur en soi, comment il gère sa base de données, comment il gère son outil. On ne connaît pas forcément le code qu'il y a derrière. Et donc, voilà, là, c'est des questions qu'il faut se poser. Il faut être juste OK avec le fait de se dire, est-ce qu'on est OK avec le fait d'utiliser tel outil qui est pourtant qui est un outil peut-être américain, si on parle peut-être de souveraineté? Et donc, si oui, parce que ça coûte beaucoup moins cher et que c'est beaucoup plus rapide à mettre en place, dans ce cas-là, je fais l'impasse, en tout cas, sur cette partie-là. Mais si je ne suis pas OK avec ça, peut-être que je vais me mettre à héberger mon propre site, utiliser un outil open source, peut-être un WordPress. Ça me demandera peut-être plus de temps. Mais dans ce cas-là, je serai OK avec mes valeurs, comme le disait Rémi tout à l'heure. Donc, c'est des questions, en effet, à se poser et tout l'enjeu de savoir où est-ce que vous mettez votre curseur. Merci Martin pour le retour. Je pense qu'on a fait le tour des questions, à moins que quelqu'un
De toute façon, le timing est parfait, là, honnêtement. 19h01, vous étiez nickel. Donc, c'est top. Dans tous les cas, effectivement, on pourra retrouver le replay et vous pouvez tout à fait contacter les intervenants, que ce soit par Social Déclic directement ou même sur LinkedIn en fonction de eux, ce qu'ils veulent aussi. N'hésitez pas. Super, je vois des merci. Est-ce qu'on avait une autre question? Ben, merci à toi, Johanna. Parfait, Bonne super. Quand est-ce qu'il y aura le chat dans le replay? Oui, je vais faire au mieux pour qu'on puisse le sortir, mais dans tous les cas, on va mettre la vidéo sur YouTube directement. Je vous enverrai le lien suite au webinaire. Peut-être pas ce soir, soyez peut-être patient un tout petit peu, mais il sera envoyé sans aucun problème. Et juste dernière chose que je voulais rajouter, demain, dans 24 heures pile poil, vous allez recevoir un mail pour demander du feedback. C'est hyper important pour nous, de une, pour ce type d'atelier et de deux, pour les intervenants. Moi, c'est des feedbacks que je vais leur faire suivre pour qu'ils puissent s'améliorer et recevoir aussi du contenu par rapport à leur atelier. Donc, n'hésitez vraiment pas à le remplir, c'est hyper important pour nous. Merci Julien. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. En tout cas, merci encore d'être là, tout simplement, et à très bientôt. Vous avez été merveilleux. Merci beaucoup. Merci. Super, vraiment. À bientôt. Félicitations. Au revoir. C'était top. Merci beaucoup. J'ai vraiment aimé. Merci, Bonne au revoir. soirée. Au revoir, bonne soirée. Ouais.